était prise ailleurs. C'est moi, j'ai quelqu'un qui l'a pris cette photo. Moi, je dis ça avec les 4. Non, c'est moi qui l'ai dit d'envoyer. Moi, je pensais qu'il allait l'envoyer directement à toi. Bonjour madame. Qu'est-ce qui vous permet de vous appeler madame? Ouais. Bonjour monsieur. Qu'est-ce qui vous permet de m'appeler monsieur? Bonjour. Qu'est-ce qui vous permet de me dire bonjour? Plateau télé ou plateau gourmand? Ouais. Ah, voici la dinde. Non, elle n'y connaît rien, elle ne va rien dire du tout. La sœur c'est que t'arrives. Ouais, c'est ça. Elle est céphalée. C'est lui? Il a dormi où, ce teuteux? Qui ça? Qui c'est qui a payé la chambre? T'es sûr? T'es sûr, Bonjour. Parce que quand je cours avec les jeunes, là, aujourd'hui, j'arrive à finir les 3 premiers sur un 75e. Ils sont où là-haut? Ils sont... Quel est... Théo? Tu vois qu'ils sont... C'est super dur à atteindre pour eux. On est en live là déjà. C'est bon? On peut y aller? On est sur Facebook depuis Bon, dites plus de bêtises parce qu'on est en direct, monsieur Lavaux, monsieur, madame, enfin, on va dire juste Didier, voilà. On ne dit plus de bêtises, on est en direct. Donc la thématique du live, c'est d'envisager un petit peu le renforcement musculaire chez les ados. Donc on a monsieur Didier Reiss. Chez les ados? Chez les ados et... C'est pour ça que je suis là. Voilà. Donc on a un ado, Sofiane. Moi, je m'en suis éloigné dangereusement, du coup. Et on a Pierre-Olivier Lavaux qui est président, responsable du centre de formation. Donc on verra comment on aborde le renforcement musculaire chez les jeunes. Didier, toi tu es intervenu hier sur la problématique du renforcement musculaire. Moi Sofiane, je vais te poser la première question. C'est toi tu prépares des jeunes athlètes dans ta discipline. Comment est-ce que tu abordes ce travail? Quelles sont les difficultés que tu rencontres par rapport à ce travail à mettre en place chez des enfants et des ados? Alors, je vais recontextualiser. Je suis donc dans le ski. Et donc dans le ski, on a une culture qui est forcément tournée vers on va dire l'optimisation de toutes les qualités physiques et on les a relativement tôt. Donc il y a tout un dispositif qui est mis en place qui va du collège en passant par le lycée pour finir dans les groupes Coupe du Monde que moi je peux avoir. Et j'ai eu la chance aussi de pouvoir officier au niveau du lycée. Et donc on se rend compte que quand on parle vraiment de performance, parce qu'après on pourra parler aussi de où est-ce qu'on fait faire de la musculation, parce qu'on a nos Basic Fit, on va citer d'autres, il y a quoi, Fitness Park, On Air, c'est bon 3. C'est bon, c'est bon. C'est ça, hein. À part On a dit fitness, trois. c'est bon. Non, fallait en dire 3. Voilà. Nous, au niveau de la performance, on se rend compte que le socle commun, qui en France normalement devrait être amené par l'EPS, si je m'abuse, il n'est pas forcément commun à tous, quoi. Ouais. Donc tu te rends compte que on a des problématiques de connaissance de l'outil, de connaissance des pratiques, aussi à un moment donné des parents qui sont pas forcément au fait de, parce qu'on est encore sur on en rigolait juste avant, mais la musculation ça fait, en tout cas ça arrête la croissance, peut-être même que ça fait rapetissir. Oui. Et donc on se retrouve des fois confrontés. Alors nous on est avec des personnes vraiment qui sont dans un processus d'excellence au niveau sportif, donc ils savent que ça fait partie, parce qu'on les a assez surinés là-dessus, mais même en sachant ça, on arrive avec des niveaux vraiment éparses en entrée de lycée par exemple, où on est aujourd'hui dans un dispositif où il y a une évaluation de départ qui est faite, puisque tu vas rentrer dans un groupe où tu vas avoir jusqu'à peut-être 10-12 séances par semaine de musculation. Donc si tu arrives et que tu n'as jamais rien fait avant, compliqué. Ouais. Compliqué. À partir de quel âge il commence ce travail? Ça commence en amont parce qu'on a les comités, etc., où ça travaille, mais ça reste artisanal, c'est-à-dire qu'on va avoir généralement
et on va sans doute en parler aussi, c'est qui prend en charge l'initiation à la musculation pour ces jeunes-là. Ouais. Est-ce que c'est des gens déjà qui sont compétents déjà? Et quand je dis compétents, c'est est-ce qu'ils sont diplômés ou est-ce qu'ils ont les compétences requises pour pouvoir gérer une initiation, qui à mon sens est sans doute même plus difficile que gérer quelqu'un qui est déjà aguerri. Et souvent nous on se retrouve, mais on a la même problématique dans tous les sports, c'est que c'est souvent l'entraîneur technique qui fait office de préparateur physique, et donc on a déjà tous allé je sais pas, dans une salle de boxe, dans une salle de lutte, et on voit ce qu'ils font à l'échauffement et tu te dis waouh. Dans les arts martiaux que je pratique, etc. Enfin, tu vois des échauffements, tu as envie de te dire bon, il y a toujours le sensei, donc tu dis pas grand chose, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que tu as l'impression qu'ils n'ont pas ouvert la bonne porte au tout départ. Donc je pense qu'il faut revoir le modèle et se dire qui intervient, comment il intervient. Est-ce que au lieu de faire du badminton aux gens à l'école, est-ce que on pourrait leur apprendre les bases de l'hygiène, de l'utilisation du matériel, de comment je m'y mets, qu'est-ce que je fais et quels sont les apports. Ok. Didier, question pour toi. Pour des jeunes qui veulent suivre un cursus de formation pour éventuellement rentrer en centre de formation dans des clubs de rugby, des clubs de foot ou autres, ou des académies de tennis, le renforcement musculaire, il devrait être abordé à partir de quel âge idéalement? Alors, et peut-être qu'est-ce qu'on entend par renforcement musculaire Si on a que des pros qui nous écoutent, on peut parler de musculation. Si on a des parents, ils vont aimer le mot renforcement musculaire, mais qui veut complètement dire musculation. Il n'y a aucun distinguo. Ce qu'il y a, c'est que c'est un petit peu comme le sport et l'activité physique. Là, on peut le dissocier, mais les gens entendent plus facilement activité physique. Là, encore une fois, on peut faire une différence. Pour le renforcement musculaire, c'est de la musculation. Il n'y a pas d'âge. C'est l'âge de l'envie. Il n'y a vraiment pas d'âge. 6 ans, on dirait c'est trop tôt. Non. Ouais. Alors évidemment, et sur des forums, quand on écrit, parce que c'est là où aujourd'hui on voit les gens qui s'expriment, on va dire c'est n'importe quoi, il y a d'autres choses à faire. Ça se discute, en effet. Il peut y avoir d'autres qualités physiques à développer, mais ça ne veut pas dire qu'en tennis on les développe. Je ne vois pas des gens faire des galipettes quand ils font du tennis. Donc c'est vrai qu'il serait bien de développer de l'équilibre, de la coordination complexe. Du rythme. Qu'on n'a pas forcément en musculation, parce que rapidement en musculation, les gestes sont quand même très simples. Faire du squat, un développé couché, des tirages, ça ne demande pas une coordination et une compétence incroyable par rapport à un service au tennis qui peut prendre d'ailleurs des années pour qu'il soit propre. Mais il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas vraiment d'âge. On pourrait dire non, mais là il y a un capital. Dès qu'on en a envie, moi un jeune de 12 ans qui en aurait envie, banco. De toute façon, c'est ça que tu as envie de faire, ce qui sera mieux que de ne rien faire. Oui. On ne va pas le forcer à faire un sport qui serait peut-être plus intéressant sur d'autres aspects moteurs, mais qu'il ne va pas aimer. Ouais. Après, c'est qu'est-ce qu'on met dans le renforcement musculaire. C'est ça. Il est là le truc, c'est que à partir du moment où tu fais bouger la personne, que tu essayes d'optimiser ses qualités physiques, que ce soit l'équilibre, que ce soit la coordination, est-ce qu'on n'est pas déjà en train de faire Bien sûr. du renfort? Moi, je vais te donner l'âge à laquelle je fais commencer mes enfants. Mon fils a... Oui, je vois les vidéos, ouais. Ouais, mais on a commencé... Après, c'est culturel aussi parce qu'il me voit aller à la salle tous les jours. Donc papa, l'après-midi, quand je le récupère le mercredi après-midi, c'est pas on va au lac, parce que j'ai la chance d'habiter à Annecy, mais... chance. Bref. Si, quand même. Ça dépend des moments. Tu t'es donné cette chance? Je me suis donné cette chance à un gros tarif. T'as hésité avec Villeurbanne et puis... Et j'ai dit non, Nevers. J'ai hésité avec Nevers et j'ai dit le lac. Mais sur le principe, oui, nous on va à la salle, il a 3 ans. Donc il y a des kettlebells de 4 kilos. Alors c'est pas de l'entraînement, c'est juste que il se fait tranquillement. Ça c'est parce que tu es influencé par Pablo, ça. Tout à fait, c'est lui qui m'a... mon sensei. Mais sur le principe, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour commencer. Après il y a des niveaux de pratique qui sont corrélés à l'âge de l'individu à qui on va faire. Et je pense qu'effectivement, ça peut être une erreur de partir dans le tout musculation, dans toute la connotation un peu négative qu'il y a là. C'est sûr que un petit jeune de 7, 8, 10 ans, c'est pas des biceps curls qu'il va falloir lui faire quoi. Donc c'est l'approche, je pense, globale qu'il faut voir et dire ok, qu'est-ce qu'on fait faire. Après, c'est des savoirs séculaires, ça on le sait, hein, c'est QFD, mais à un moment donné, c'est vrai que je sais pas si vous allez encore dans des salles un peu mainstream. Aujourd'hui, il y a énormément de collégiens, de lycéens qui sont livrés à eux-mêmes.
parce que les tarifs leur permettent de le faire. Nous, à notre époque, il fallait, qui n'est pas si lointaine, bon, vous êtes un peu plus ancien que moi, mais vous avez forcément connu cette époque. Merci de le rappeler. Attention à ce que tu dis. Mais sur le principe, moi quand j'ai commencé, 2007-2008, il fallait une décharge de tes parents pour que tu viennes à la salle, il fallait que ça soit eux qui payent parce que c'était onéreux. Là maintenant, tu as du 9,99 €, du 19,99 €, tu peux vraiment venir. Et puis avec l'avènement des réseaux sociaux et puis de cette culture de l'image, on en discutait avec d'autres intervenants, c'est que c'est cool parce que ça fait venir une grosse population à cette pratique qu'on aime tant. Oui. Après, c'est, je pense, pas pour les bonnes raisons, parce qu'on est quand même sur une démarche santé. Et je suis pas sûr que les gens qui viennent à la salle à 15-16 ans, ils viennent dans une démarche santé. Donc, ils viennent dans une démarche esthétique, ils viennent dans une démarche de vouloir plaire, ce qui n'est pas de mauvaise chose. Hein. Non, le principe, c'est qu'ils viennent. Après, c'est est-ce qu'on les encadre, est-ce qu'on les accompagne, est-ce qu'on les éduque aux bonnes pratiques dès le départ pour faire des athlètes, je parle athlètes au sens large, sur l'ensemble de leur carrière, et même s'ils ne sont pas sportifs, quoi. Justement, là, j'ai posé la question à toi, Pierrot. Vous, à l'Essonne, vous récupérez des joueurs qui viennent de clubs alentours. Je vais penser à des clubs comme Paris-le-Monial ou qui n'ont pas les moyens de faire de la pratique de musculation ou des choses comme ça. Ils rentrent dans un système où il faut intégrer, ou c'est intégré dans leur emploi du temps. Et est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'il y en a suffisamment? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Est-ce que vous avez vraiment les moyens? Quand on compare avec d'autres sports sur de la lutte ou de la gym où les enfants sont beaucoup plus en avance sur ça, quel est ton point de vue, toi, par rapport à la préparation des jeunes qui rentrent dans des structures pro pour devenir joueurs professionnels? Alors nous, c'est vrai qu'on a plus haut. On a la chance effectivement d'avoir un club qui est assez structuré au niveau du pôle jeune. On a la chance de pouvoir travailler sur des sections sportives avec les établissements scolaires dans lesquels on a des créneaux dégagés, notamment pour la pratique de la musculation et de la prépa physique, qui est encadré par nos préparateurs physiques. Donc déjà sur le schéma, on a une possibilité de travail qui est tout à fait intéressante. Sur le niveau des jeunes, quand ils arrivent ou quand ils sont déjà chez nous, quand je dis déjà chez nous, c'est-à-dire en moins de 14 ou en moins de 12 pour ceux qui vont tenter l'aventure pour aller sur la filière de haut niveau, malheureusement, on se rend compte qu'on n'a pas culturellement, que ce soit dans notre club, dans notre ville, mais je crois que c'est à l'échelle d'un pays, une culture du sport qui fait qu'on a des jeunes, on ne peut pas parler de jeunes athlètes à 12-13 ans dans la majorité des cas. Et c'est vrai que là, je rejoins mes collègues de table, c'est-à-dire que avant même de penser performance ou atteinte d'objectifs de haut niveau, il y a toute une éducation à mener. Et là, c'est vrai qu'on aimerait qu'elle soit menée par l'éducation nationale dès le collège. C'est pas le cas. Donc on essaye de mettre en place des stratégies. On a la chance d'avoir des préparateurs physiques qui sont vraiment dans ce mouvement éducatif pour aller vers la performance, et on a des gens intelligents qui mettent en place des stratégies intelligentes. Mais de manière globale, il faut bien le dire, on perd du temps quelque part. Ouais. On perd du temps. Alors, perdre du temps pour mieux travailler, c'est peut-être en gagner quelque part, mais malgré tout, quand on compare un petit peu ce qui peut se faire dans d'autres pays, et là, je parle sous couvert de mes collègues, mais quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, en termes de sport en général, et où on t'explique qu'on forme d'abord des athlètes et puis après on choisit des disciplines, c'est pas tout à fait la même approche. Donc voilà, nous on est dans cette situation-là, sur un territoire qui n'a pas non plus une forte culture du sport de haut niveau, donc on est aussi un petit peu des précurseurs par l'intermédiaire du club, et on essaye d'être innovateur. Mais on part de loin, on part de très loin. Ouais, je vais donner deux exemples qui m'ont marqué. On avait emmené quand j'étais à Formasat, on avait emmené des apprentis BP Muscu à Budapest. On avait été dans une école où déjà il y a école primaire, collège, lycée, tout le monde est ensemble. Tu as les lycéens qui font faire les devoirs aux petits, qui les accompagnent pour porter les cartables. Et il y avait cours de musculation posturale, 2 heures par semaine, obligatoire, avec un bilan postural qui était fait par un posturologue. Et si tu avais un retard, tu peux avoir des heures de mathématiques en plus, des heures de grammaire en plus, des heures de français ou de la langue du pays en plus. Mais tu avais aussi tu peux avoir 2 heures et tu avais des heures en plus de renforcement musculaire en plus si tu étais en retard sur ton développement. Et là, on dit, oui, donc eux, c'est 2 heures. Et si tu es en retard dans ton développement, ils te rajoutent des heures
complément, comme du renforcement en histoire, en géo. Et deuxième exemple qui m'a marqué, on avait été avec Adrien Raffo là, qui est là-bas, on avait été dans le cadre d'échange, on avait été à Cardiff et à Pontypridd et au club de Bridgend qui est à côté. Il y avait donc c'était un collège, donc le collège c'est les lycées. Les lycéens qui pratiquaient au rugby avaient accès à la salle de muscu avec une carte, allaient s'entraîner. C'était des Gallois, ils étaient déjà tous très solides. Et en plus, ils avaient accès aux distributeurs de protéines, de choses comme ça, pour que dès qu'ils aient fini l'entraînement, ils puissent manger comme il faut. Et au self, ils avaient, au niveau de la restauration, un peu plus d'apport en protéines, un peu plus d'apport en glucides. Et c'était calé. Et ils étaient autonomes, ils savaient s'entraîner. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des joueurs sud-africains de 18 ans à Mâcon qui arrivaient, des demi de mêlée, qui étaient plus solides sur des barres que des piliers qui avaient fait 10 ans de pro. Et le mec, au squat, c'était du 180 à 200, propre techniquement. Au coucher, on était sur des belles barres, c'était explosif, ça savait s'entraîner. Et tu dis, il a 18 ans et il sait déjà quasiment tout faire comme il faut, avec autonomie, avec la bonne intensité. Et puis nous, tu prends nos joueurs qui font un peu de body rugby, curl bicep, chest, bras, dos, chest, bras, dos, chest, bras, dos, chest. Jambes. Les quoi? Les quoi? C'est quoi ça? Je ne connais pas. Et là, donc c'est bien culturel et ça pose la problématique aussi peut-être des moyens qu'on peut avoir dans la structuration au niveau sportif en France, non? Je pense que tu touches du doigt quelque chose d'important, c'est que on peut ergoter toute la journée sur ce qu'il faudrait faire, comment il faut le faire. Est-ce qu'on déjà on a les moyens de le faire? Et si on n'a pas les moyens, quelles sont les stratégies pragmatiques de terrain qu'on peut mettre en place? Donc aujourd'hui, concrètement, au vu de ce qui se passe à l'éducation nationale, si tu leur dis qu'il va falloir prendre des préparateurs physiques pour venir prendre la place des profs de PS, ils vont dire attends Coco, vas-y mollo. Mais je pense que tout le tissu associatif, qui est quand même un maillage important en France, peut venir, je dirais, apporter sa pierre à l'édifice là-dessus. Après, on est malheureusement sur quelque chose qui est institutionnel. Là, tout ce dont tu as parlé qui se passe dans d'autres pays, c'est institutionnalisé. C'est pas le principal du collège qui a décidé de mettre ça en place, parce qu'à un moment donné, ça coûte de l'argent et pour avoir cet argent, il faut avoir une vision globale. Oui. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, dans la nomenclature actuelle, en France, on soit au fait de tout ça et surtout qu'on a envie. Il y a aussi au niveau conjoncturel, il y a aussi des choses qui se passent et je ne suis pas sûr que la santé soit le truc numéro un qu'on mette dans la balance. Alors, par rapport à ce que tu disais, toi, hier, Didier, sur ta conférence, le même pays remboursait la cotisation dans les salles de sport par la sécurité sociale. C'est-à-dire que ton abonnement dans une salle, dans un club sportif, était remboursé par la sécurité sociale du pays. C'était donc Budapest. C'est quel pays? C'est là République hongroise. Voilà. La Hongrie. Là, il me teste en direct sur la géographie de base. Mais il me semble qu'en Suisse aussi. Ouais. Oui, il y a d'autres pays, mais moi je parle de cela parce que j'avais l'exemple en tête, tu vois, mais je ne connaissais pas. Et dans les disciplines, si on devait choisir entre... on est un parent, on dit ok, j'ai compris, mon fils il veut devenir sportif, en tout cas il aime ça. Est-ce qu'il faut qu'il aille dans des salles franchisées? C'est quoi la préférence? Ça serait plutôt d'envoyer dans des box pour faire de l'entraînement fonctionnel croisé, pour utiliser le terme, du cross-fit, de l'haltérophilie. Moi, je pense qu'il faut l'envoyer dans des endroits où il y a des gens qui sont compétents. Oui. Donc déjà, qu'il y ait des gens déjà. Donc, non mais, parce que tu me dis, il faut l'envoyer dans une grosse salle. Dans la grosse salle, il n'y a pas de coach. Le coach, il va te parler si tu le payes. Donc à un moment donné, est-ce qu'il y a les compétences nécessaires pour le niveau de développement de l'individu dans ces salles-là? Alors, il peut y avoir. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont très au fait du développement des qualités diverses et variées chez un jeune public. Donc, il faut se rapprocher. Aujourd'hui, on a des outils super puissants que sont Instagram, etc. Donc, et où on met en avant le travail. Et donc, il y a des gens qui sont dans cette niche. Ceux que tu as cités le sont. Après, c'est un peu pour tous.
Après, pour être en formation et voir des jeunes qui sont dans ces box et qui proposent de cette activité kids, c'est souvent juste du mimétisme de ce que font les adultes. Oui. Et on n'est pas vraiment sur un parcours adapté. Alors oui, ça l'est parce que les charges sont moins hautes, etc. Mais à un moment donné, toute la motricité globale, la motricité fine qu'il faut pour pouvoir faire un snatch, qu'il faut pour pouvoir sauter sur une box. On en a parlé hier sur la préparation à la pliométrie et les prérequis, tu vois, travail de pied, travail de gainage, etc. Donc en réalité, c'est pas glamour, mais quand on va commencer les bases, c'est les bases. Oui. Et sauter au-dessus de quelque chose, alors oui, effectivement, à la cour, tu me diras, quand ils jouent entre eux, ils courent, etc. Mais au niveau des patterns qu'ils vont utiliser, on n'est pas sur de l'orfèvrerie. On n'est peut-être pas obligé non plus d'être sur ce niveau d'attente. Mais je dirais que y a des préparateurs physiques, il y a des gens qui ont fait des BP, il y a peut-être même des gens qui ont fait des CQP et qui ont cette fibre-là. Parce que je pense que le plus important, c'est de faire aimer, parce que l'initiation c'est ça, c'est de faire aimer, d'adhérer au process. Et des fois, malheureusement, on a des personnes qui commencent la musculation, qui est, nous, un procédé d'entraînement qu'on affectionne, et qui, moi je suis toujours horripilé quand les gens me disent « Ouais, mais non, moi la muscu, c'est pas mon truc, les salles, c'est pas mon truc ». Je me dis non, en fait, t'es en train de jeter l'opprobre sur toute une corporation, alors que t'as peut-être juste eu la salle dans laquelle t'allais avec des mecs qui étaient en stringer, qui se regardaient dans la glace, et ils font bien ce qu'ils veulent. Ils font bien ce qu'ils veulent, mais c'est vrai que on a souvent une mauvaise expérience de départ qui met un petit peu le discrédit sur toute la corporation. Ouais. Et malheureusement, c'est difficile à rattraper derrière. Ouais. Et Pierrot, par rapport au rugby, comment se positionnent les parents quand ils arrivent? Parce que moi, je l'ai vécu dans le tennis. Vous allez faire de la musculation à mon enfant, de l'haltérophilie, mais il fait du tennis. Donc, pourquoi vous faites faire ça? C'est dangereux. Et puis, ça a l'air lourd, la barre, là. De ce côté-là, nous, au rugby, on n'a pas ce problème. Parce que c'est vrai que dans la mentalité, musculation, rugby, c'est devenu... c'est acquis pour tout le monde. C'est complémentaire, il faut s'entraîner, il n'y a pas photo. On n'a pas ce problème-là, nous, de notre côté. Nous, on a plutôt même le problème inverse. C'est-à-dire que nous, on est dans un phénomène au rugby où il y a ce phénomène, il faut prendre de la masse, il faut prendre du poids. Et on a des garçons, et là c'est une vraie problématique, qui dès l'âge de 15-16 ans font en plus de ce qu'ils font au club. Ils ont un abonnement dans une salle qui a été nommée tout à l'heure. Et voilà, à 18h, je ne vais pas dire qu'ils y sont tous les soirs, mais 2 à 3 fois par semaine, ils peuvent y être en plus. Dans l'absolu, si le plus n'est pas l'ennemi du mieux, on est tous d'accord pour dire que, sans souci, vas-y, fais des bonus. Mais malgré tout, comme tu l'as dit, avec la puissance d'Instagram, avec la masse de vidéos qu'il y a, on peut avoir des problèmes à ce niveau-là. Donc nous, c'est plutôt l'effet inverse, c'est-à-dire être dans la prévention, éviter de tomber dans l'excès, essayer de cibler le travail, même des bonus par nos préparateurs physiques. C'est plutôt ça l'enjeu que de gérer des parents qui nous demandent est-ce que ça va pas être trop dangereux, ralentir la croissance, etc. Non, on n'a pas ces problèmes-là. Pour rebondir sur le propos d'avant, moi je voudrais partager mon expérience personnelle, parce que j'ai mes deux garçons à la maison qui sont très demandeurs, qui ont toujours été très demandeurs pour aller à la salle, où moi, j'avais pas forcément la possibilité de les lâcher en toute confiance pour justement pas tomber dans les problèmes, les mauvaises pratiques. Et on a été dans cette démarche-là. On a la chance à Nevers d'avoir un ancien joueur du club qui a ouvert une box de CrossFit où justement la qualité d'encadrement m'a plutôt sécurisé. Et pendant 2 ans, en fait, ils ont été à la salle de CrossFit. Ils ont appréhendé les bases. Ils ont appris notamment beaucoup de tous les mouvements d'haltérophilie. Et aujourd'hui, on a plaisir à aller à la salle ensemble sur une pratique de musculation vraiment définie, avec programme, avec coach. Et là, moi, je vois les progrès qu'ils ont pu faire. Si je les compare un petit peu aux pratiques des garçons du même âge qui vont à la salle sans forcément cet accompagnement, on voit une différence. Alors, pas sur le niveau de performance, même pas là-dessus, mais au moins sur le niveau de pratique et sur les dangers, les choses qui peuvent être mises en place. Donc, comme tu l'as dit, c'est une salle où il y a quelqu'un. Au départ, je crois que c'est vraiment la clé, et quelqu'un de confiance avec des compétences, évidemment, c'est tout l'enjeu. Moi, je m'entraîne dans ce genre de salle, à Annecy. À la loose.
T'as les yeux qui piquent, hein. En fait, je vais dans les endroits où je ne pratique pas, c'est-à-dire où je ne pratique pas mon métier parce que je vais toujours croiser des gens, voilà. Non, J'ai encore. C'était pour Annecy. La loose. Non, mais sur le principe, ça me crève le cœur de temps à autre de voir, on a des nuées parce que maintenant ils viennent à 5-6. Ouais. Et puis, c'est normalement le plus costaud qui monte aux autres. Sauf que aujourd'hui, t'as pas besoin de savoir grand-chose. Tu fais un peu de volume, tu viens tous les jours. Même si tu fais n'importe quoi, tu vas quand même avoir un peu de résultats. Et finalement, tu les retrouves à faire mais n'importe quoi. Tu sens que ça va au carton, mais tu peux pas sauver tout le monde malheureusement. Et c'est vrai qu'à ce titre-là... Alors, tu peux pas sauver tout le monde, mais pour fréquenter aussi ce genre de salle, moi, j'ai les yeux qui piquent, mais du coup, je peux pas m'empêcher d'y aller. Bien sûr. Mais à un moment donné, des fois, j'ai mes 45 minutes pour m'entraîner. Oui, je suis d'accord avec toi. Et je suis là, je commence et je me dis, si je commence à parler, ça va être long là. Tu arrives des fois à sentir qu'il y a une petite ouverture. Ah oui. Et quand ils arrivent à comprendre certaines choses et à intégrer des trucs, tu arrives à amener des gens sur une réflexion et à s'interroger sur leur pratique. C'est clair. Surtout si c'est des gens qui sont dans une pratique sportive, qui font de la musculation en complément. Bien sûr. Quand c'est quelqu'un qui vient pour faire du body, c'est un peu plus compliqué. Puis en plus, il a les réseaux sociaux et les influenceurs. Donc on est mort. On a la problématique dont tu viens de parler sur des rugbyman. Nous aussi, on a des rugbyman sur Annecy et alentour. On a quand même maintenant des rugbyman qui font plus de musculation que de pratique. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être 2-3 entraînements s'ils sont à un niveau, on va dire, convenable. Et les mecs s'entraînent tous les jours à la musculation, à faire du bibi, à faire des épaules, à faire du truc. Donc on est sur du dissocié, vraiment dissocié pour le coup là. Dissocié décalé. Dissocié décalé, exactement. Monsieur, par rapport à la traumatologie, parce que c'est traumatique la musculation, hein, on est d'accord Didier? Très. Beaucoup de bobos. Oh là là. Catastrophe. Ah oui, sûrement beaucoup plus que le judo. Hein. Voilà, beaucoup le foot. Voilà. Donc le foot. Pour 1000 heures de pratique. Ouais, parce que le rugby avec de la vitesse et des gabarits, les gabarits sur des enfants de 14 ans, qu'est-ce qu'on rencontre un peu dans le rugby sur des... Juste parce que les gens qui vont nous écouter, ils vont peut-être pas comprendre qu'on a rigolé. Hein. Oui, non, je commence à comprendre des choses avec l'enseignement. Ils ont dit que c'était. Non, on rigole, bien entendu. C'est-à-dire qu'on est sur une pratique sportive qui est moins contraignante que finalement des sports avec fédération. Citons le judo. Évidemment, les gens qui font du judo vont dire qu'est-ce qu'il dit contre le judo? Regardez vos stats. Le judo pose des problèmes de dos. Ouais. Je me suis même dit d'ailleurs, c'est peut-être là d'où vient le nom. Le ski, pareil. Peut-être juste pour le ski. Donner des exemples. Le ski, on a des problèmes de dos incroyables. Sur les contraintes de compression ou d'impact, quand on fait de la course, du sprint ou de la pliométrie, les contraintes au niveau des articulations des os, elles sont 4, 5, 6 fois supérieures à ce que quelqu'un pourra avoir avec une barre, comme tu disais hier, de muscu une barre sur le dos. Et le pire, c'est que si on court, on est à 5, 7 fois le poids de corps, mais malgré tout, le corps est fait pour. Oui. Voilà. On va pas dire aux enfants d'arrêter de courir dans la cour. Voilà, exactement. Donc tout va bien. Un escalier. Et en musculation, on n'aura jamais cette contrainte. Donc il faut bien comprendre que la musculation prépare aux contraintes, est une contrainte, mais une contrainte, ça ne veut pas dire forcément que c'est quelque chose qui pose un problème. J'ai envie de dire, comme le sport et l'activité physique est un stress pour le corps. Un stress, on le voit comme négatif. Non. Le stress est positif ou peut être négatif. Stress négatif, c'est-à-dire qu'il y a eu trop de stress. Donc il faut bien comprendre ce qu'on vient de dire. Non, la musculation, il n'y a même rien de répertorié. Et au niveau des assurances, parce que finalement, qu'est-ce qui fait des stats au bout ce sont les assurances et puis tout ce qui est médicaux. On est toujours en bas. Tout ce qui est musculation. Et on arrive même à distinguer force athlétique, haltérophilie, culturisme. Alors attention à l'haltéro en compétition où là, les stats commencent à remonter. Mais on parle de compétition. Donc après on va enchaîner sur d'autres questions, mais je voulais parce qu'on précise qu'à force de rigoler, les gens captent pas. La question c'était sur les gabarits qu'on a au rugby, avec des collisions, pour que les gens se rendent compte que la pratique du rugby, elle peut être plus traumatique que l'activité de renforcement musculaire par rapport aux impacts, et qu'il y a des parents qui disent mais la musculation c'est dangereux, mais par contre, moi c'est ce que je dis, mais votre enfant quand il joue au rugby, vous vous rendez compte des contraintes qu'il doit encaisser? Et quand tu leur montres en vidéo le placement du dos, la mauvaise technique pour plaquer, on voit les commotions qu'on peut avoir dans le rugby. Et il faut se préparer à ces chocs au niveau du cou, au niveau des trapèzes. Et que ce serait conduire. Je préfère conduire dans une voiture avec des airbags que d'être sur une moto sans casque, en short, en claquette. Parce que quand ça va taper, je me sentirais peut-être un peu plus en sécurité dans un gros 4x4 que dans une petite moto. C'est exactement ça. Nous, sur la stratégie globale au club, et on a la chance
voilà, avec un des membres de la communauté du symposium, Brice Jaffuel, qui est le directeur de la performance au club. On a la chance d'avoir quelqu'un qui est vraiment dans l'optimisation des potentiels et qui a vraiment cette conscience professionnelle avec tous les éléments scientifiques, techniques, que la musculation est un outil de protection du rugbyman. Et c'est pas l'outil ultime, comme tu as pu le dire, où le rugby, c'est pas du bodybuilding. Oui. Et le rugby, il faut plutôt avoir une bonne carapace si on veut évoluer en sécurité dans un sport de combat collectif. Donc nous, toute cette dimension-là, et avec la médiatisation actuelle du rugby, c'est quelque chose qui est plutôt bien acquis, d'une manière générale. Après, c'est toujours la même chose. Expliquer à des jeunes joueurs que leur futur sport peut-être professionnel, c'est pas soulever des barres, mais que c'est un outil essentiel à leur progression et surtout à leur sécurité. Nous, on a fait un pas de géant au niveau du rugby dans la gestion des commotions, où on a su intelligemment se rapprocher de sports comme la boxe sur cette gestion des chaos, des commotions. Et autour, qu'est-ce qu'on a mis ? On a mis tous les protocoles nécessaires pour justement renforcer la ceinture scapulaire, faire tout un travail préventif au niveau cervical. À un niveau pro ultime, on a un suivi longitudinal avec tout un travail d'examens médicaux pour être sur de la prophylaxie et de l'anticipation des blessures. Et quand on remonte la chronologie au début de la formation du joueur, on essaye, nous en tout cas au niveau du club, d'être vraiment dans cette démarche d'accompagnement, de sécurité, pour justement optimiser un potentiel et permettre aux joueurs d'atteindre sa maturité technique, physique au bon moment. Moi, je reprends souvent cet exemple des lutteurs que j'ai eu la chance de côtoyer au Krebs à Dijon, également les judokas et les boxeurs, où ils nous expliquaient très simplement que quand ils sortaient en fait du sport éducatif, de combat éducatif, donc à partir de 12 ans, 13 ans, 14 ans, on rentrait dans la spécialisation et que pour eux, il fallait entre 6 et 8 ans pour former un combattant. Aujourd'hui, dans le rugby, on est dans les mêmes démarches, c'est-à-dire que nous, on sait très bien ce qui va être important pour nous pour arriver au plus haut niveau professionnel, c'est que le joueur soit prêt, suivant les postes, autour de 20-21 ans pour jouer au plus haut niveau et qu'on a 6, 7 à 8 ans pour l'amener à optimiser son potentiel physique, athlétique pour atteindre ces objectifs-là. Didier, peut-être faire comprendre aux gens qu'il y a une différence entre le développement athlétique, pour lequel la musculation est un outil, et après il y a le développement musculaire qui peut aussi être une nécessité par rapport à des sports de contact ou de la prévention des blessures. Mais souvent les gens, il y a peut-être une confusion entre je développe des qualités athlétiques, comme ce qui est indispensable pour préparer des athlètes, et les jeunes voient plus le développement musculaire parce qu'il y a aussi le culte du corps, l'image de soi. C'est peut-être aussi lié à la confiance que les jeunes peuvent avoir. Comment est-ce qu'on peut amener faire comprendre ça chez les jeunes, d'après toi, Didier ? Si j'ai bien compris la question. Oui, parce qu'elle n'est pas simple à comprendre. Mais c'est comment je la comprends moi. Comment est-ce qu'on arrive à faire comprendre, amener la réflexion, dire il faut se développer au niveau athlétique plus qu'au niveau musculaire. C'est-à-dire qu'il faudrait que la musculation soit un outil pour développer la force, la puissance, l'explosivité, pour avoir une meilleure coordination. D'ailleurs, le mot gainage, qui est souvent mal compris, c'est finalement une coordination qui permet de protéger les articulations. Donc elle passe par de la force et par une conscience à un moment donné d'amplitude. Et de toute manière, si on parle de développement musculaire type culturisme, alors culturiste c'est un grand mot, on voit tout de suite, on voit toujours les compétiteurs de très très haut niveau. Mais si on parle d'un jeune, et alors, en plus donc, c'est la définition du jeune, s'il n'a pas encore fait son pic de croissance, il peut faire du développement musculaire, mais il n'y arrivera pas. Oui. En général, il n'y arrivera pas. Mais il n'y a pas de contre-indication, mais il n'y arrivera pas. Donc de manière, s'il cherche un développement musculaire pas bête et méchant, ça ne veut pas dire que c'est inutile, j'aime pas le mot fonctionnel, mais qui serait moins adapté, parce que s'il veut faire du rugby, qu'on cherche juste d'abord une qualité physique, c'est le volume par semaine qui va faire la différence. Maintenant, j'entends aussi que peut-être qu'il y a des fois une recherche de volume musculaire. Ça dépend peut-être des postes, du gabarit peut-être naturel du jeune. Oui. Parce que c'est vrai que j'ai encore rarement vu de gens tout maigres dans le rugby. Et si on mon site, ça doit arriver, ça sera toujours comme d'habitude, il y a toujours quelqu'un qui est tout petit au basket, mais il y en a un sur 6000 pratiquants. Donc je pense qu'il faudrait expliquer qu'est-ce que vous recherchez. Et puis le temps que vous allez y passer, parce que si c'est pour passer beaucoup de temps et que vous n'avez pas encore finalement le terrain hormonal favorable, c'est peut-être pas la peine.
Ouais. Mais c'est peut-être le moment là, je rebondis sur ce qu'il dit, c'est peut-être le moment quand on sait que finalement c'est pas le moment propice pour pouvoir faire du muscle, peut-être qu'on peut créer des fondations assez solides dessus et de se dire bon, l'objectif demain c'est pas que ce soit un Golgoth, mais c'est que comme il disait avec ses fils, c'est que les mouvements tu les comprennes, que les plans tu les comprennes, que les engagements tu les comprennes, que les intentions aussi tu les comprennes, parce que finalement on se rend compte que pour optimiser à un moment donné, il a parlé du volume, oui. Le volume va toujours être très très intéressant dans l'entraînement, mais si tu fais un gros volume de merde, oui. Quand je parle de merde, c'est avec le choix des exercices. Bullshit, s'il te plaît. Ouais, avec des mouvements qui sont peut-être pas optimisés techniquement, tu peux avancer. On pourrait dire dans les patterns, ça serait des habiletés motrices de base, ça serait savoir courir, savoir sauter, savoir rebondir. Savoir résister à une charge. Savoir résister à une charge, tirer, pousser, sauter. Les patterns de base. Pas mal, voilà. Tourner. Oui, aussi. Changer de direction. Après, on peut en avoir plusieurs, ça dépend encore du sport, mais c'est vrai que déjà être capable de mobiliser, de développer une coordination intramusculaire, intermusculaire. Enfin, les grands concepts qu'on connaît, on les a tous vus à la fac, tu sais. Oui. Mais c'est vrai que des fois, je suis effaré de voir des jeunes qui arrivent à la salle et le premier exercice qu'on leur propose, c'est du leg extension et du biceps curl. Alors oui, c'est plus facile à coacher. Oui, c'est plus facile. Je vais prendre moins de temps pour t'apprendre tout ça, mais finalement, est-ce que je t'aurais vraiment appris quelque chose et est-ce que les billes que je te donne là, tu vas pouvoir les utiliser à long terme? Pas sûr. Pas sûr. Et après, ça dépend de la démarche. Est-ce que je vais faire de toi un athlète ou est-ce que je vais faire de toi quelqu'un qui physiquement, esthétiquement est joli selon tes standards? Didier, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais il y a eu des études qui ont montré que le renforcement musculaire, l'activité physique et sportive développait les capacités cognitives. Ouais. Alors moi, ça n'a pas trop bien marché sur moi, mais... c'est parce que tu as commencé trop tard. Alors c'était facile. J'étais en surentraînement et ça a cramé des neurones. Mais tu confirmes... Tu as eu de l'acide lactique trop tôt. Ouais, ça y est, ça dérive. Voilà. Je n'ai pas dit le mot, moi. Je respecte Didier. Tu confirmes mes propos que c'est bénéfique sur les capacités cognitives des enfants et des ados et puis de toutes les personnes. On a même des enfants qui sont meilleurs à l'école. Apparemment, j'ai vu une dernière méta-analyse qui disait que tous les enfants qui pratiquaient avaient effectivement au niveau cognitif des développements qui étaient autres et qui à l'école ne figuraient pas forcément dans les cancres. Donc on revient un petit peu du standard de sportif égal tout dans les biscottos et rien dans la tête. Ouais, alors qu'avec le foot... Là on va se battre. tu vois qu'il y a un terrain. Bon. Non mais il faudrait les mettre en avant en fait ces études-là parce qu'évidemment quand elles sont mises c'est pour avoir un argument pour dire regardez finalement c'est intéressant. Il faudrait les regrouper, je suis sûr que ça a déjà été fait et vraiment les mettre en avant. D'ailleurs c'est ce que certains essaient de faire. Hein. Il y a des chercheurs qui ont essayé de se dire faisons passer le message au niveau en fait des collèges, des lycées et on voit que ça passe pas. C'est pas qu'il y a un bloc. Soit ça n'arrange pas, soit les gens s'en fichent complètement. Ouais. Hein, mais c'est vrai que il suffit de voir le truc. Quand on a été mal classé en Europe au niveau mathématique, qu'est-ce qu'on a fait ? Vite, on va remettre plus d'heures de mathématiques. C'est bon parce que là, au niveau activité physique, on est mal classé. On n'a pas revu. Ça restera ouais, là, on a même vu que ça pouvait redescendre. Alors qu'il y a un vrai lien. Bon, et ça s'explique bien. Hein. De toute manière, que fait un enfant ? Il ne fait que jouer. Et pourquoi il joue ? C'est le seul moyen en fait qu'il a en fait d'augmenter sa quantité de mouvement pour pouvoir les mémoriser. C'est dur d'attraper en fait un gobelet. Nous, c'est très très dur. Ça prend combien de temps pour qu'un petit bébé il passe il fait tomber son truc il fait un mouvement fin. Donc on joue, on développe des choses. Mais développer des choses, c'est bien développer des choses. Ça, c'est le muscle là, il est là, il attend que d'être commandé. Il faut qu'il soit commandé. Il faut créer un réseau de neurones. Le mouvement améliore ce réseau de neurones. Je ne reviens pas sur les myokines, mais les muscles sécrètent 600 messagers différents. La graisse aussi développe des messagers, mais sont moins intéressants. Dont un qui vient stimuler les neurones. Et c'est ce qui se passe même chez les personnes très âgées. Il faudrait vraiment regrouper ça, remettre ça en avant, marteler, jusqu'à temps que les parents... On a bien réussi à nous faire gober que le petit déjeuner était le moment le plus important de la journée. Le repas de manger du bacon. Et puis on avait le gros bol de lait, les grosses complexes. C'est bien ancré ça. Pourquoi ? Ça a été martelé en fait à la télévision, pub. Évidemment, il n'y aura pas d'argent pour dire que la musculation est intéressante pour la société scolaire. Ça marche aussi avec les autres activités. Il faudrait peut-être qu'un milliardaire se mette en musculation. Tiens. Mais non, on rigole. Moi, ça me gêne toujours quand on me demande de donner un petit peu d'argent pour une association. C'est dur ce que je veux dire, mais caritative, donner pour le cancer, machin.
Je vois qu'il y a un milliardaire, tout ce que les Français vont donner en une fois, il peut donner même 10 ans d'avance. À un moment donné, quand les milliardaires seront intéressés aussi pour... Vraiment, on est tous un peu égoïstes. Hein. Que font les milliardaires? Ils investissent à mort sur la recherche sur l'anti-vieillissement. La médecine anti-âge. On voit bien que quand on est super riche, le seul truc qui nous intéresse, c'est de vivre le plus longtemps possible, maintenant qu'on a tout. Ce serait bien que vous ayez envie que d'autres personnes aussi... qui c'est qui n'a pas de milliardaire? Ça? Non? C'est-à-dire, non mais je les attaque pas loin. Et si vous avez envie d'apporter quelque chose de positif pour l'humanité, pourquoi pas? Allez, investissez. S'il faut de l'argent, mais après, peut-être qu'un député, un ministre peut entendre le discours et peut s'intéresser en fait à la bienveillance de la population, parce qu'apparemment c'est ça l'intérêt. Allons-y, montrons que l'activité physique joue sur les résultats scolaires, ça joue sur la santé, ça joue sur les résultats scolaires. Allez, ils sont où les effets secondaires négatifs? Ouais. Alors, on entend parler souvent de bigorexie dans la pratique. Est-ce que peut-être tu veux définir ce que c'est et qu'est-ce que c'est vraiment la bigorexie? Parce que ça peut exister, mais entre la représentation réelle et fausse qui en est faite, peut-être resituer un petit peu ça en termes d'échelle de temps. Moi, je mets la bigorexie avec le surentraînement. Avant que tu y sois, on a le temps de voir venir. Ça m'avait gêné au début, la bigorexie. Je me dis, bon, ça existe quand même, puis il faut aller voir vraiment l'extrême. Hein, donc la bigorexie, les gens qui seraient trop addicts au sport, à tel point que ça joue sur leur milieu social, c'est en fait leur entourage social. Ils vont commencer à devenir un peu plus individuels et mettre vraiment leur activité physique en priorité. Alors, voilà pourquoi j'étais embêté. Parce que je me dis, c'est quoi les conséquences de faire trop de sport? D'être bon. T'as plus d'amis, tu restes chez toi. Bon, certains s'enferment, mais ça devient peut-être trop problématique. Donc, la bigorexie, à certains niveaux, et peut-être, c'est pas que le surentraînement peut être problématique, mais c'est un faible pourcentage de la population. Ça va, ils s'en sortent. Ils en meurent pas. Parce qu'en fait, c'est ça. Si on en meurt, c'est embêtant. Parce que l'anorexie, on en meurt. La boulimie, on en meurt. Et la bigorexie, bon, on n'en meurt pas. Tu sors un peu moins. Donc on redescend un petit peu sur l'échelle. Bon, avant d'être bigorexique, avant d'être extrêmement focalisé sur la manière, sur se dire je mets mon sport en priorité, ma nourriture en fonction de mon sport, je vais m'empêcher d'aller peut-être à un mariage ou aller des amis parce que je sais que je vais mal manger et j'ai mon sport à faire. Avant d'arriver à cet extrême, il faut du volume, peut-être qu'il y a un trauma derrière aussi. Oui. Donc il ne faut pas avoir peur de ça sur un jeune qui va aller faire sa pratique sportive, si c'est ça en fait vraiment la question. Maintenant la bigorexie ça existe, mais il y a tellement d'autres maladies. Oui. Après, l'an dernier, on avait fait la première édition du symposium et on avait France 3 qui était venu. Et, ils sont passés le dimanche soir à la télé et leur reportage, c'était le culte du corps. Tu réunis des spécialistes et c'est le culte du corps. L'année dernière, on a beaucoup parlé du culte du corps. D'ailleurs, toi, Didier, ancien bodybuilder professionnel, tu avais abordé... J'ai essayé, ça n'a pas marché. Est-ce que tu as raté ta sèche? J'ai pas pris assez de produits. Tu as un problème de myocarde. Mais voilà, le culte du corps. Donc on se rend compte que même dans les médias, on a des messages qui sont véhiculés sur c'est dangereux, il y a la bigorexie, on voit des reportages. Kevin, 16 ans, pratique le sport jusqu'à 6 à 8 heures par semaine. Oh là là, mais après, c'est dangereux, c'est les jeunes. On préférait qu'ils passent 8 heures au bistrot et à picoler et à fumer des clopes et à prendre de la drogue. Non, après, si on regarde. Mais si on regarde, on parle d'adolescents, d'accord ? Et c'est une période où, quoi qu'il arrive, tu vas te chercher. Donc, il y en a, ça va être le gaming, il y en a, ça va être les filles, il y en a, ça va être la boisson, il y en a, ça va être la danse. J'ai envie de te dire, bon, choisis ton poison. Il faut juste qu'il soit pas trop dosé, tu vois. Voilà. Il faut juste que ça soit pas trop dosé. Ah, puis on en revient, mais ça balaye aussi tous nos sujets. Hein. On est aussi sur une société de consommation et d'un point de vue global, sans tomber dans le complotisme, hein, mais de manière globale, les médias, ils ont plutôt intérêt à ce que les jeunes passent du temps à regarder leurs médias qu'aller à la salle de sport. Oui. Et on peut le voir dans la marchandisation du sport aussi. Pourquoi Instagram prend une telle puissance auprès de ce secteur-là? Pourquoi on voit que l'économie autour du sport, de la santé, du bien-être prend aussi une grande place? Parce qu'ils se sont aussi rendus compte qu'à un moment donné, le sport pouvait être un objet de consommation. Et il y a un petit peu cette opposition où d'un côté, on a envie que les gens passent leur temps devant les écrans, hein, pour faire simple, mais on se rend compte aussi que par le biais du sport, il y a moyen de leur vendre des trucs aussi. Donc,
Il y a toujours un petit peu cette opposition, et moi je me dis aussi que c'est lié aussi à notre mode de vie, à notre mode de société. Oui, après je trouve que on parle de l'accès à la pratique, alors il y a les salles low cost, mais ça a aussi un effet bénéfique, c'est que on a beaucoup de gens maintenant, de jeunes, qui s'intéressent à la force athlétique. Alors que à l'haltéro aussi. À l'haltéro qui était un petit peu has-been, tu vois. Et maintenant, on a quand même beaucoup de jeunes qui s'intéressent. Alors, parce qu'il y a certains c'est des athlètes qui sont aussi à la fois influenceurs comme Panache ou Brutus Le Robust qui arrivent à amener des gens à des pratiques sportives sur des activités de force. Et on voit quand même beaucoup de jeunes dans des salles qui se mettent à ces disciplines différentes de la pratique simplement de l'hypertrophie ou du culturisme. Et je trouve que c'est un des effets quand même positifs que ça, c'est que ça permet quand même d'amener des choses chez des jeunes que nous, on n'a peut-être pas réussi à faire et que eux, influenceurs ou Instagrammeurs, arrivent à faire. Alors certains amènent des contenus de qualité, d'autres un peu moins, mais il y a aussi un effet bénéfique sur le développement de masse. On a réussi à rendre quelque chose de finalement un peu austère, parce que bon, on a tous vu une compétition de force athlétique, une compétition d'haltérophilie avec Jean-Jean qui lève son... Là maintenant on a réussi à rendre ça un peu sexy et finalement je dirais peu importe le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse, on a réussi à amener un public qui était non pratiquant à tester des choses. Après maintenant qu'ils sont venus et qu'ils ont adhéré au projet, qu'est-ce qu'on leur propose? Est-ce qu'il y a un fond là-dedans? Et c'est pas juste on vous a montré que ce truc-là c'était peut-être bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce truc-là? Quel est le constat? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour que la pratique et que les gens qui viennent derrière aussi soient bien encadrés? Je pense que c'est le défi des prochaines années. Là. Oui, c'est un peu... On est tous autour de la table dans des organismes de formation. Oui. Et on a tous à cœur justement de former des coachs sportifs qui soient en capacité d'encadrer des jeunes dans leur pratique. Donc nous, tu parlais de tes fils, Pierrot, mais je crois qu'ils sont encadrés par Chris, qui est un de nos apprentis, qui est un joueur de Luçon et qu'on a mis en BP Muscu, et on a vu l'évolution dans sa pratique, dans son évolution auprès du coaching. C'est-à-dire que si les gens ont l'appétence et qu'on arrive à les former, on peut en faire des bons coachs et les ouvrir à ça. Donc c'est de notre sort et c'est dans nos possibilités de faire ça. Donc conseiller aux gens de se former. Après c'est vrai que pour être dans la formation depuis un petit moment, moins que vous, mais un petit moment, on voit quand même que effectivement ça plaît de plus en plus. C'est un métier qui est passion. Après on voit de tout. On voit de tout. Et dans le tout, il y a du bon et du moins bon. Il y a du bon et du mauvais, mais ça c'est comme toute corporation. Mais il y a comme dans les... T'étais pas né, mais dans les années 80, il y avait... Quand même. Oui, parce qu'il attaque souvent sur l'âge. Donc, du coup, les 2-3 fois. Les gens d'expérience te diront quand on avait les World Gym, tu sais que les trucs bien échancrés. T'avais avec les pantalons larges. Avec les pantalons à voilà, tu vois. T'as vu les photos? Non, je suis allé au Gold Gym. Gold Gym, voilà. Ils vendent encore. Voilà. Et t'avais des personnes qui avaient cette vocation à t'accompagner sur les mouvements de musculation, qui venaient partager. Donc, tu étais encadré par des anciens qui avaient un petit peu de vécu. Et, est-ce que tu mettais un sac banane pour t'entraîner? Bien sûr, voilà. Je mettais le sac banane, bien évidemment. Là, on fait sac banane et je prenais mes compléments alimentaires Joe Veder. Voilà, les vraies choses. Voilà. Les vraies choses. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui tient à cœur parce que finalement, étant dans la formation, voyant toute la puissance de ce qu'on peut apporter aux encadrants et tous les gens de valeur qu'on arrive à sortir, tu te dis putain c'est dommage qu'il y ait autant de personnes qui passent à travers le maillage et qui finalement n'ont pas accès. Alors est-ce que c'est une question de tarif? Est-ce que c'est une question de proximité? Est-ce que c'est une question de compétences ou de reconnaissance de compétences du public par rapport à ces gens-là? Mais c'est vrai qu'on se rend compte que à un moment donné, tout le monde va rentrer dans l'entonnoir et généralement après un certain moment de pratique à faire un peu n'importe quoi. Oui. Tu essayes de te rapprocher de quelqu'un qui va t'expliquer, mais des fois ça met du temps. Des fois ça met du temps. Et les mauvaises habitudes sont prises et malheureusement c'est fini. Toi Didier, tu travailles toujours avec des footballeurs? J'entraînais plus et je vais m'y remettre quand même. Voilà. Bon là maintenant je prépare les préparateurs physiques de footballeurs. D'accord. Pour la fédération algérienne de football. Et le football revient à moi. Mais je trouve que ma condition, parce que je n'avais plus envie, je vais pas expliquer ma vie. Je me suis entouré d'un
d'une personne, en fait, ou plutôt cette personne est venue à moi, c'est un formateur, il m'a dit mais prends les footeux, parce qu'en fait je l'enverrai. Voilà. Donc la condition maintenant avec les footeux, c'est qu'il y a au moins 80% de ma présence, mais ça c'est un deal de départ, en sachant que mon collègue est très, très bien sur les relations humaines. Une fois qu'ils l'ont vu une fois ou deux fois, ils savent que je suis derrière et il peut prendre le relais. Mais donc oui. Et c'est marrant parce que là je rattaque avec un jeune dans un gros club. Mais le papa est pour la musculation, lui il a tout compris. Mais il est dans le sport. Et dans le foot, la pratique du renforcement musculaire, la musculation, tu sens qu'elle évolue, elle a pris plus de place ou elle est toujours non, j'ai cru, j'ai dit tiens, ça y est, ils ont compris. Non, pas forcément. Le joueur individuellement peut avoir compris. Dans certains clubs, oui, d'autres, ça n'a pas évolué. Hein. C'est très impressionnant. Et on peut parler de très gros clubs où la musculation par le préparateur physique, et c'est pas une attaque contre parce que j'ai quand même compris le principe avec toutes ces années, ils sont pas là pour préparer les gars, même dans les plus gros clubs du monde, ils sont pas là pour les préparer. Ils sont là pour pas qu'ils se blessent. Ouais, ils sont tellement payés cher qu'ils sont censés se préparer eux-mêmes. Là, on est là pour faire de la coordination, pour que des gars qui ne se connaissent pas, qui ont évolué aux quatre coins de la planète, qui se retrouvent dans un club. Prenez le PSG. PSG, il y a combien de nations en fait dans cette équipe? Comment on se coordonne? Donc on apprend à jouer ensemble, on a une stratégie ensemble. Et les gars, vous êtes payés des millions, entraînez-vous. Ouais. Et dans certains clubs, ça peut être conseillé. Il y a des clubs où on paye l'abonnement à une salle en mise en forme. Il n'y a pas le programme. Il y a juste, tu peux aller à la salle. Donc c'est-à-dire que tu es assez grand pour prendre un préparateur physique. Et quand d'autres clubs vont empêcher ça. Après, ça n'a pas beaucoup évolué. Je pensais que ça évoluait, pas tant que ça. Pourtant, il y a des exemples planétaires. Parce que aujourd'hui, c'est toujours Ronaldo ou Messi. Ronaldo, alors, je crois que son physique parle de lui-même. Il n'y a pas que son physique, des reportages sur lui. Et puis, on sait ce qu'il fait, on sait comment il se prépare. Le gars a 38 ou 39 ans 38. Et il est meilleur que des jeunes de 20. Mais tu le prends dans le basket, c'est pareil. Enfin, à un moment donné, je pense qu'il y a aussi une problématique. Bon, on va pas refaire le monde, mais il y a une problématique calendaire aussi. Hein. C'est-à-dire que quand tu regardes les sports, tous les sports qu'on regarde et qu'on affectionne, que ce soit le basket, que ce soit le foot américain, des sports qui demandent vraiment une grosse dépense d'énergie et qui demandent des actions un peu qui nécessitent de grosses qualités physiques, bah, les mecs, ils ont presque plus de préparation que de show, quoi. Donc comment tu veux aussi être avec des footballeurs, parce que moi aussi j'œuvre un petit peu dans le foot, comment tu peux développer le physique de personnes qui vont avoir un mois de vacances grand max. Dans ce mois de vacances, ils doivent voir leur famille, ils doivent partir au truc, donc ils vont pas... voilà, il faut qu'ils décompressent un petit peu. Et puis... c'est très compliqué parce que, bah, comme on dit, il y a des grosses sommes qui sont en jeu et finalement on est juste sur de la charge, on est sur de la gestion de charge. Il faut que tu t'entraînes, il faut que tu sois capable de réitérer les efforts, il faut que tu sois capable de faire ce pour quoi on te paye. Donc en fait le développement, il y avait eu des études qui annonçaient vraiment un déclin incroyable entre l'optimisation des qualités physiques pendant la formation et ce qui se passait quand tu arrivais en pro. C'est-à-dire que ton physique augmentait parce que en formation, le plus important, c'est que tu te développes. Et puis une fois que tu arrives dans les groupes professionnels, le plus important, il y avait une bonne interview de Mbappé qui disait mais oui, vous allez pouvoir vous développer quand il est passé de Monaco à Paris. Il dit on m'a pas acheté 160 millions d'euros pour me développer. On attend un produit qui est fini. Fin. Maintenant, ils ont acheté un joueur qui coûte ça. Ce joueur-là, tout de suite, dès qu'il arrive, il doit être prêt à jouer, il doit être opérationnel et il ne faut pas qu'il se blesse. Donc on est plus sur de l'optimisation, de la charge d'entraînement, de la récupération, etc. que sur du développement quoi que ce soit. Tout compris. Par contre, et on se rend compte que dans ce modèle-là, quand le joueur prend le lead, comme un Cristiano Ronaldo ou comme d'autres, ou comme un LeBron James par exemple, le mec, je crois que chaque année, il met 1 ou 2 millions de dollars sur son bien-être. Ça veut dire les kinés, les ostéos, la nourriture. Et donc le mec, ça va être le GOAT. Enfin, c'est déjà le GOAT, je pense. C'est lui qui aura joué le plus longtemps, c'est lui qui aura marqué le plus de points, c'est lui qui aura fait... Il a investi sur lui-même. C'est vrai que... Il a investi sur sa santé. Tu investis sur ton métier et t'es aussi sur... T'es payé tellement que tu peux... 2 millions pour le commun des mortels, c'est énorme. Sauf que pour lui, c'est peanuts. C'est comme si je vais acheter un kebab, là. Donc à un moment donné, un beau kebab quand même. Ça fait un beau kebab, ouais, avec beaucoup de frites. Mais il y avait des kebabs comme ça, hein, très cher, avec très entouré avec un papier alu en or. Ah non, ça c'était Saltman. Mais c'est lui qui nous sert à midi, t'es pas au courant? Ah bon? Et ben voilà, symposium. La version locale.
Parlant de symposium, il me semble qu'à 11h15, j'ai une intervention. Je sais Ouais, pas. pareil. on va devoir couper. Pareil. Donc pour synthétiser, il faut pas avoir peur de. Faut pas avoir peur de la pratiquer, Il faut musculation. même recommander. Il faut être encadré. Il faut Trouvez viser les un bonnes développement personnes, athlétique. entourez-vous bien. Il y en a partout autour de vous. Il y a juste à chercher, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit sur Google, que ça soit Mais peu à importe. Annecy, il y en a Annecy, il y en a, mais je crois qu'ils sont très occupés. Mais on en forme qui peuvent être très très bons. Et on en a aussi sur Chambéry. Messieurs, Didier, tu enchaînes sur quoi? Je Question. crois que c'est les menstruations et la performance. Oui, c'est ça. Avec Voilà. Sylvain. Voilà, c'est parfait. Je vais venir écouter. Oui. Voilà. Merci messieurs, bonne journée. Merci. beaucoup. J'en ai mangé un hier. J'ai encore l'odeur au goût des papilles.